me raconter aussi un peu ce qui vous a amené jusqu'à la création de la Pareco en 2005. Ben, je vais vous retracer volontiers mon parcours après la chute de Mobutu, parce que il n'est pas aussi riche, mais il n'est pas aussi pauvre. Le 17 mai, depuis que Mobutu est tombé, moi j'avais pris ma décision de faire ma retraite politique. Je m'étais retiré de la politique. Et depuis 1977 jusqu'en 2001, je mets quiconque à défi de pouvoir citer de trouver quelque part une seule déclaration politique d'Honoré Ngwanda. Ça n'existe pas. Je ne l'ai pas fait. Donc, je me suis retiré. En 1998, Kagame et Museveni, quand ils sont entrés en conflit avec Laurent Désiré Kabila, ont envoyé des émissaires, j'étais en Afrique du Sud, pour me demander de créer une rébellion entre guillemets pour combattre Laurent Désiré Kabila et me mettre à sa place. Je les ai envoyés promener. Pardon? Mais j'ai dit que Kagame et Museveni m'ont envoyé des émissaires. J'étais en Afrique du Sud et ce n'est pas la première fois que j'en parle, ils le savent, ils ne peuvent pas le nier. Ils m'ont envoyé des émissaires en Afrique du Sud pour me demander, c'est lorsque j'ai refusé, qu'eux se sont retournés vers d'autres. C'est après qu'il y a eu le RCD qui a été créé avec Wamba Diawamba et le MLC avec Jean-Pierre Bemba. Mais avant qu'ils puissent prendre ces Congolais, ils s'étaient adressés à moi. J'ai refusé. C'est pour vous dire que ma décision de retrait politique était ferme. En 98, j'ai préféré plus me consacrer à une critique interne, à une réflexion interne sur la marche de la Deuxième République. Et le résultat, c'est que j'ai écrit le livre Ainsi sonne le glas qui est sorti en 1998. Mais en 1998 et 1999, Laurent Désiré Kabila, à son tour, m'a envoyé 2 fois l'émissaire à Paris. En ce moment-là, je n'étais plus en Afrique du Sud, j'étais en France. Il m'a envoyé 2 fois l'émissaire, en la personne de Célestin Kabouya Lumuna, pour me demander de rentrer au pays et de travailler avec lui. Et j'ai refusé, parce que ma décision de ne plus m'engager dans les affaires politiques était ferme. Et je lui ai dit, et surtout, je n'ai pas à aller travailler avec les étrangers qui occupent le pays, les étrangers que vous avez amenés et qui occupent le pays. Et j'ai créé en ce moment mon cabinet de conseil qui travaillait avec des chefs d'État d'Afrique et de l'Amérique latine. Et c'est en 2001, lorsque on a assassiné Laurent Désiré Kabila. Et lorsque on a surtout imposé un jeune homme qu'on a appelé Joseph Kabila et que je savais qu'il n'existait pas un fils à Laurent Désiré Kabila qui s'appelait Joseph Kabila. Je vous ai donné tout à l'heure mon cursus au niveau des services. J'ai été directeur des services spéciaux, directeur des services d'études. J'ai été numéro 2 des services de renseignement extérieur. Donc, tout à l'heure, vous m'avez posé des questions. J'ai dit, je m'occupais des menaces qui venaient de l'extérieur. Et Laurent Désiré Kabila était parmi ces menaces-là. Donc, je m'occupais de lui. Je connaissais bien tout le dossier et je savais qu'il n'avait pas un enfant qui s'appelait Joseph Kabila. Et j'ai compris que le processus d'occupation qui a commencé depuis 1976 venait de se matérialiser. C'est en ce moment-là que j'ai mis fin à ma décision de me retirer volontairement de la politique pour m'engager dans la bataille pour empêcher que mon pays puisse partir définitivement aux mains des étrangers, puisse être balkanisé. C'est dans le sens de ce combat-là qu'en 2006,
D'abord, en 2004, j'ai écrit le livre de Crime organisé, l'enquête et les réflexions que j'ai faites pour apprendre et révéler au peuple congolais et surtout à la jeunesse intellectuelle congolaise les vérités qu'on leur cache derrière la situation de crise que connaît notre pays depuis 1996. Et quand j'ai vu l'engouement, beaucoup de jeunes m'ont dit, c'est là qu'à leur demande et sous cette pression, j'ai créé la Pareco pour conduire le combat que je continue à conduire aujourd'hui pour arriver et parvenir à la libération du Congo de l'occupation étrangère du Rwanda, de l'Ouganda et des autres pays étrangers. Voilà. Est-ce que vous pensez toujours que la balkanisation est un œuvre? La balkanisation se poursuit bel et bien. La balkanisation du Congo, ça se poursuit parce qu'il faut d'abord que je vous dise ma conviction intime là-dessus. Il y a le problème qui est là, et c'est que j'ai dit au peuple congolais, c'est que la République démocratique du Congo est victime d'un complot international qui a été ourdi par les États-Unis, surtout de l'administration Bill Clinton et des pays anglo-saxons qui se sont servis des pays africains, dont particulièrement le Rwanda et l'Ouganda. Mais, Monsieur Boisselet, si je dis cela, moi je ne le dis pas, ce n'est pas une vue de l'esprit. J'aimerais réellement vous fournir des preuves parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, surtout au niveau de la presse pour vous, les gens ont peur, pour des raisons que je comprends, de permettre qu'on dise la vérité. Mais parce que vous m'avez invité à exprimer mes pensées, je dois vous dire pourquoi. J'ai dit que ce pays est attaqué et occupé aujourd'hui par les étrangers. Je vous donne trois éléments de référence seulement, si vous permettez. La première, c'est qu'en 1996, en pleine guerre, dès le début de la guerre, le 4 novembre 1996, moi, j'ai rencontré le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, au State House de l'Ouganda, avec le vice-président du Rwanda, Paul Kagame, à l'époque. Nous avons conféré pendant plus de 2 heures. C'était pas pour savoir si oui ou non ils nous attaquaient, c'est pour savoir pourquoi ils nous attaquaient et comment arrêter cette guerre. Eux-mêmes n'ont pas nié. À la fin de cet entretien, ils m'ont remis un document de cessez-le-feu. Leurs conditions de cessez-le-feu. Ils avaient appelé ça proposition du Rwanda et de l'Ouganda pour la paix, que je suis allé remettre au président Mobutu et il m'a autorisé, j'ai remis ça à l'Union européenne. Donc, pour eux, c'est eux qui étaient les agresseurs du Congo et c'est eux qui ont demandé le document. Je l'ai même publié dans mon premier livre là, Ainsi sonne le glas. Le document est là. J'ai publié ce document qu'eux m'avaient remis. Deuxième preuve que je vous donne, quand je parle de complot international, je n'invente pas. Au mois de mois de février 97, donc presque 4 mois après la rencontre avec Museveni et Kagame, j'ai personnellement rencontré la délégation américaine en Afrique du Sud, à Pretoria et à Cape Town. La délégation était composée de 2 sous-secrétaires d'État, George Moose et Susanna Rice. George Moose était sous-secrétaire d'État sortant, Susanna Rice était entrant. Il y avait l'ambassadeur Wolpi. Ils se sont présentés parce qu'ils n'ont pas voulu que je rencontre Laurent Désiré Kabila. J'étais parti pour rencontrer Laurent Désiré Kabila. Ils ont refusé que je rencontre Laurent Désiré Kabila. Ils ont interdit à Mandela et à Thabo Mbeki
que je rencontre Kabila, et c'est eux qui m'ont rencontré. Et j'ai eu des discussions avec eux pendant 2 semaines en Afrique du Sud. Ils m'ont dit clairement que c'est eux qui dirigeaient les opérations de la guerre. Ils m'ont remis l'ultimatum que je devais remettre au président Mobutu, qui devait l'accepter. S'il ne l'acceptait pas, dans 2 semaines, Kisangani tombait. Et 2 semaines après, Kisangani est effectivement tombé. Donc, quand moi je parle du complot, je n'invente rien. Ce sont des faits historiques qui sont là. 3e fait, pour montrer comment ils m'ont dit que dans 2 semaines, Kisangani tombait, et 2 semaines, jour pour jour, Kisangani est tombé. Pourquoi? AMFI, de Jean Raymond Boule, que vous connaissez bien, ça s'appelle aujourd'hui la société Adastra. C'est une société américaine. Et Jean Raymond Boule, vous le savez, c'est un ami intime du couple Bill Clinton. Mais pendant l'agression de l'AFDEL, il avait mis son jet privé à la disposition de Laurent Désiré Kabila, 50 millions de dollars qu'il avait investis pour financer la guerre. C'est connu. Il a signé 3 accords pour l'ordre de 1 milliard de dollars pour la GECAMIN. Sa société AMFI est affiliée à la NASA, qu'on appelait NASA Betchel. Mais cette société-là fournissait des photos satellites sur les mouvements des troupes des Aïroises sur le sol aux armées de Kagame. D'ailleurs, on ne le dit pas aux gens, mais Kagame s'est servi de ces photos satellites pour localiser même les réfugiés, les 800 000 réfugiés Hutus rwandais qui étaient au Zaïre, qui ont été pourchassés dans la forêt équatoriale avec James Kabarebe et Hippolyte Kanambe, que vous appelez aujourd'hui Joseph Kabila, jusqu'à les exterminer. Donc vous voyez que ce ne sont pas des choses que j'invente, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont là. Selon laquelle les États-Unis ont voulu imposer un nouvel ordre mondial. Oui, mais moi, je ne me cramponne pas à des formules préfabriquées de nouvel ordre mondial, mais si vous lisez si vous avez lu mon livre Crime organisé, j'ai relevé là-dedans les détails concrets de dispositions et des déclarations des hommes politiques américains. Là, ils disent très clairement, que ce soit George Moose comme le secrétaire d'État au commerce, ils ont dit clairement qu'ils devaient déclarer la guerre pour récupérer les richesses du sous-sol de l'Afrique. Et après la chute du mur de Berlin, ils n'avaient plus besoin de l'alliance interne ou des accords de non-belligérance entre eux et les pays d'Europe, mais qu'en ce moment-là, il fallait combattre même les intérêts français en Afrique pour pouvoir prendre le contrôle. Donc effectivement, il s'agissait d'établir un nouvel ordre mondial. Et ça, ce n'est pas les gens qui l'inventent, ce sont les Américains eux-mêmes qui l'ont déclaré. Et comme ils sont souvent bavards, leurs hommes politiques ont fait ces déclarations ouvertement. Donc c'est un secret de polichinelle. Vous avez dit tout à l'heure que en vérité, Joseph Kabila était rwandais, si j'ai bien compris. Mais oui, tout le monde le sait. Tout le monde sait que Laurent Désiré, que Joseph Kabila est rwandais. Ça, tout le monde le sait. Quand j'ai révélé ça, j'ai été le premier à le dénoncer au mois de janvier 2001. Mais j'ai été directement relayé par d'autres personnalités. Et puis les Belges
eux-mêmes au niveau de certaines personnalités belges l'ont dit ouvertement parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que Joseph Kabila n'était pas congolais. Mais il y a une chose, monsieur Bosselet. Pour peu en Europe, même quand on arrête un voleur ou même les terroristes ont fait des tests ADN. Moi, j'ai lancé un défi, mais ce défi n'a jamais été relevé parce qu'il ne peut pas être relevé. J'ai dit que j'arrêterai mon combat le jour où celui que vous appelez Joseph Kabila accepterait de faire le test ADN. Le corps de Laurent Désiré Kabila est là à Kinshasa. Qu'il fasse même le test ADN, ne fût-ce qu'avec Sifa Mahania qu'il prétend être sa maman. S'il a le test ADN qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila et le fils de Sifa Mahania, moi je cesse le combat automatiquement. Je l'ai dit, ou haut et fort. Mais jusqu'ici, il ne peut pas le faire parce qu'il sait qu'il ne le pourra pas. Je vais reprendre. Je disais, si on admet que Joseph Kabila n'est pas son fils biologique, oui. c'est Laurent Désiré. Oui. Bon, il reste que malgré tout, qu'on en tout à durée de la FDL, Joseph Kabila est présent au sein de la rébellion. Et il avait été adopté plus ou moins par, il avait été adopté par Laurent Désiré Kabila. Donc, même si ce n'est pas son fils biologique, qu'est-ce que ça change? Mais là, sincèrement, je trouve votre question très grave. Selon vous, un Congolais peut se déplacer et aller se présenter comme un candidat aux élections en France. Et ça ne pose pas de problème, ça ne change rien. Et un Français peut se déplacer et aller poser sa candidature aux États-Unis et ça ne change rien. Parce que, moi, je ne sais pas, quand il s'agit du Congo, les gens réfléchissent comme si le Congo, c'est un pays de non-droit. Parce que... pour prendre votre exemple, si un Congolais est adopté par un couple français qui obtient la nationalité française... Vous avez lu la Constitution congolaise? Pour être chef de l'État ou en République démocratique du Congo, il faut être né du père et de mère congolaise. C'est ça la Constitution, la vraie. Moi, je ne parle pas de tout ce qu'on peut faire des tripotages. Au moment où on a fait cette histoire, la Constitution congolaise était claire. Il faut être né de père et de mère. Messieurs, dans tous les pays du monde, on protège les postes régaliens. On ne le donne pas à n'importe qui. Aux États-Unis, pour être chef d'État, ce n'est pas tous les Américains qui peuvent devenir chef d'État. Non. Il faut être né sur le territoire américain. Être né. Schwarzenegger était gouverneur aux États-Unis, mais après, il s'est arrêté là. Il ne pouvait plus présenter sa candidature pour devenir président des États-Unis parce qu'il est né en dehors des États-Unis. On a vu les opposants du président Obama l'attaquer quand il était au pouvoir parce qu'on avait estimé qu'il n'était pas né sur le territoire américain. Il a dû produire son certificat de nationalité à Hawaï et c'est comme cela que ces gens se sont tus. Il y a quand même chaque pays a des conditions pour accéder à la magistrature suprême. Non, je comprends tout à fait, mais je vais reposer ma question que je n'ai pas pu traiter à M. Olivier. En quoi est-ce que c'est une preuve qu'il travaille pour le gouvernement du Rwanda? Par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup de Rwandais qui sont nés au Rwanda, qui sont Rwandais, mais qui ont, par exemple, lors des mouvements comme les SNLR, par exemple, qui contactent leur régime. Alors, même, admettons, s'il était Rwandais, en quoi est-ce que ça prouve qu'il sert les intérêts de Kigali, c'est ça que je ne sais pas. Bon, alors moi, je vais vous poser une question. Un vrai Congolais, un véritable Congolais, à la tête de la République démocratique du Congo,
Et vous trouvez normal que lorsque un Congolais est à la tête de la République démocratique du Congo, l'or du Congo soit exporté par le Rwanda, le cuivre du Congo par le Rwanda, le coltan du Congo par le Rwanda, que le Rwanda installe chez lui l'usine de transformation de coltan alors qu'il n'en produit pas, que le Rwanda soit reconnu comme le premier exportateur du coltan et du diamant alors qu'il n'en produit pas, et vous estimez que c'est ça, ne pas travailler pour l'intérêt du Rwanda? Je vous pose la question, parce que ou on ferme les yeux ou on veut voir la vérité d'en face. Non, d'accord, ça c'est une question, mais je veux dire qu'à voir la naissance, c'est ça que je ne comprends pas. Pardon, je ne comprends pas votre question. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, terminons ce point-là, c'est important. Vous avez dit qu'est-ce qu'il y a à voir, quel est vraiment le point qui vous titille là-dessus. J'aimerais qu'on en parle. Oui, le point qui me dit, c'est que je ne comprends pas en quoi cette histoire de nationalité de naissance ont un lien avec la politique. C'est ça. Mais la nationalité de naissance est une condition sine qua non pour exercer les fonctions là où il est. Je vous ai posé une question aussi simple, à moins que je ne sais pas. Je vous ai posé la question aussi simple. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays organisé. Il y a une constitution. Quand vous allez, je vous ai donné l'exemple des États-Unis. J'ai dit, tous les Américains ne peuvent pas devenir président des États-Unis. Il y a des règles qui protègent cette fonction-là. Il y a, comme chez nous au Congo, il y a des règles qui protègent ces fonctions-là. Et quelqu'un qui n'est pas né de père et de mère congolais ne peut pas devenir président de la République démocratique du Congo. Et il tombe sous cette loi-là. Il n'est pas né ni de père ni de mère congolais, il est étranger et en plus il fait un faux et usage de faux parce qu'il se présente comme le fils de Laurent Désiré Kabila alors qu'il ne l'est pas. Il dit qu'il a étudié à l'école française de Dar es Salaam. Les enquêtes ont montré qu'il n'a pas étudié là-bas. Et il y a une série de faux et usages de faux. Et quelqu'un qui est entré frauduleusement, qui a tué. Aujourd'hui, nous avons, depuis qu'il est là, il y a eu plusieurs officiers congolais qui ont été massacrés. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, des dizaines d'officiers congolais ont été mis à la retraite. Ils sont remplacés par les militaires et les officiers rwandais. Notre territoire à Ituri, l'or de l'Ituri va en Ouganda, où on a installé la raffinerie pour exploiter l'or du Congo. Alors vous voulez que nous les Congolais, on puisse fermer les yeux, qu'on dise non, c'est bien, le monsieur est là, ça ne pose pas de problème, on peut piller notre pays, on peut voir, il peut envoyer l'économie de notre pays dans son pays d'origine, il peut massacrer nos militaires, désarmer nos militaires et les faire remplacer par les militaires rwandais, et nous croisons les bras parce que ça ne pose pas de problème. Congolais que vous accusez d'être enregistré de nationalité rwandaise. Écris-moi sur votre site internet les noms de Tempo, de Kamere, qui en a d'autres encore. Je voudrais être franc avec vous. Si vous avez vraiment préparé cette émission, je crois que vous avez dû lire un peu l'enquête que j'ai produite sur la filière rwandaise chez nous. Là, je ne parle pas en l'air, je parle des faits. Et il y a là la liste de tous ceux qui sont des Rwandais qui sont dans notre armée,
Toute la liste est là. Si vous voulez, après l'entretien, je vous enverrai le document d'enquête de 30 pages. Vous aurez tous les noms qui sont là-dedans, l'organigramme et tout, ceux qui dirigent les services de renseignement chez nous, ceux qui dirigent l'armée, ceux qui dirigent la police, comment la filière rwandaise entre chez nous. Mais j'ai publié ce document, ça fait 2 ans. Il n'y a pas eu une seule protestation à Kinshasa ou à Kigali pour dire que ce qui a été écrit là est faux. D'accord. Écoutez, oui, ce matin, vous pensez que cette question-là est la seule qui véritablement explique les problèmes du Congo aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous me donner un autre problème du Congo. Il y a certes, dans tout pays, il y a des problèmes. Mais lorsque un pays est occupé, je dis bien quand un pays est occupé par une force étrangère, comme c'est le cas dans notre pays, où l'armée étrangère prend la place de l'armée congolaise, lorsque ces forces-là massacrent la population, comme c'est le cas chez nous, et si c'était Honoré Ngwanda qui le disait, peut-être encore, on pourrait dire que j'exagère, le nonce apostolique qui est parti à l'est du pays, lui, il a parlé de génocide des Congolais. Mais il y a eu silence. Dans la presse du monde entier, personne n'a relayé. Il a parlé du génocide du peuple congolais. Donc, lorsqu'il y a ce génocide qui se crée de plus de 12 millions aujourd'hui, lorsque le monde entier parle de Kinshasa, de la RDC comme capitale du viol, et les ONG établissent 1000 viols par jour. Dans le pays où vous êtes là en France, quand il y a un cas de viol, c'est toute la presse qui est debout. Mais chez nous, c'est 1000 viols par jour établis par les ONG. Et ça n'émeut personne, ça ne dérange personne. Ben, moi, je crois qu'en ce moment-là, quand tout le pays est occupé et qu'on demande au peuple congolais aller plutôt au dialogue, aller faire de la démocratie, mais quand l'Irak a envahi la Koweït, le monde n'a pas parlé de démocratie ni de dialogue. On a vu la mobilisation de l'armada pour aller libérer Koweït. Mais chez nous, nous avons été attaqués en 1996 par 7 armées des pays africains, dirigées et commandées par la technologie américaine. Ce sont les vérités, ce sont des faits. Alors, quand cette crise-là n'est pas encore résolue, vous allez attaquer quel problème, mon frère? Moi, j'estime qu'il y a certainement d'autres problèmes, mais tant que le problème de l'occupation, quand il y a eu l'occupation française par l'Allemagne nazie, je ne crois pas qu'il y avait d'autres priorités avant la libération qu'on a fait prévaloir, s'il fallait faire le recensement, s'il fallait voir les problèmes économiques, s'il fallait voir les problèmes sociaux, tout était relégué au second plan. Parce qu'un pays qui n'est pas souverain, on ne peut rien faire avec un pays qui est occupé et esclavagisé. On peut revenir peut-être à votre stratégie aujourd'hui. Pardon? Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Je voulais en venir à votre stratégie. Comment est-ce que vous comptez vous prendre pour libérer le pays? Je ne pourrais pas vous donner toute ma stratégie ici, mais ce que j'ai fait en public, vous le savez, pour libérer le pays, étant donné que nous avons en face de nous la complicité de la communauté internationale, il n'y a que le peuple congolais qui libérera le Congo. Et toute ma stratégie, c'est de compter sur le peuple congolais, c'est de le réveiller. Et ce travail-là, je l'ai commencé, je le poursuis et je sais que ça se réalisera.
parce que le peuple qui est soumis, il y a Simon Bolivar avait dit une chose qui est très importante, hein. Il a dit, il nous domine plus par ignorance que par la force. Donc ceux qui dominent aujourd'hui le Congo, c'est parce que le peuple était dans l'ignorance. On avait dit à ce peuple-là en 1980, 96 et 97 que les gens qui entraient, c'était les libérateurs. Et les gens les ont applaudis. Mais après, ils ont découvert que ce n'étaient pas des libérateurs, c'était des oppresseurs. Ils savent maintenant. Mais nous continuons le travail parce que c'est le peuple congolais qui doit se libérer. Ce n'est pas les États-Unis, la France, l'Angleterre ou un autre pays qui viendra libérer le peuple congolais. Je suis en train de réveiller la jeunesse congolaise, de leur demander de prendre conscience, d'identifier ses véritables adversaires. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est en danger. Le danger est réel. Il faut qu'il prenne conscience qu'il doit libérer ce pays lui-même, pas d'autres. Et si la jeunesse congolaise ne le fait pas, il n'y a personne qui le fera à sa place. C'est le combat que je mène, mais mes stratégies, permettez-moi, ce n'est pas ici que je vais vous les exposer.